Mais regarde où tu marches là. Pourquoi ils ont tous des étiquettes? Bah, tu vois, tous ces gens, en fait, ils sont atteints de maladie. Et quand on leur annonçait qu'ils étaient malades, en fait, ils ont l'impression qu'on voit que leur maladie et pas leur personnalité. La maladie, elle prend tout le dessus. Qu'est-ce qu'ils ont comme maladie? La maladie mentale, c'est une altération des émotions, une altération des pensées, ce qu'on peut appeler aussi une désorganisation, et ou du comportement. Donc pensée, émotion et comportement. Et en fait, ça a plusieurs origines. Ça peut avoir des origines biologiques, psychologiques ou développementales. Donc c'est-à-dire soit biologique, c'est héréditaire, il y a un facteur héréditaire. Psychologique, donc c'est une souffrance psychique qui est là. Ou développemental, au cours du développement, l'enfant n'a pas forcément pu passer certains stades, on parle de stade de développement, ou a été mis en difficulté, où il y a une régression, enfin, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais ouais, du coup, ça altère au niveau des pensées, des émotions et ou du comportement. Je m'appelle Chloé Hamelin, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Pour toi, à l'heure actuelle, c'est quoi les facteurs d'une mauvaise santé mentale? Qu'est-ce qui pourrait faire que on tombe malade? Je dirais que les facteurs sont multiples. Je parlerai peut-être de détresse psychologique. Il y en a plusieurs. Si je reprends sur un aspect plutôt physique, je dirais qu'il y a beaucoup de fatigue, une fatigue extrême, une perte d'appétit. On peut retrouver aussi des troubles du sommeil. Sur un point de vue un peu plus motivationnel, il peut y avoir une perte de sens, de motivation, une perte d'intérêt. Au niveau de la sphère émotionnelle, on va retrouver des émotions très fortes, parfois perçues comme étant extrêmes par l'entourage, ce qui n'est pas le cas de l'individu, mais c'est comme ça que c'est perçu de l'extérieur. On peut retrouver aussi une absence d'émotion, ce que les patients nomment comme étant un sentiment de vide, ce qui pourrait aussi ressembler à du désespoir. On peut retrouver dans une dimension un peu plus comportementale des changements de comportement brusques, des conduites addictives, un isolement, une forme d'isolement avec un retrait social. On peut retrouver au niveau des performances une baisse de performance au sein de son travail ou de ses études lorsqu'on est jeune, avec des difficultés d'attention et de concentration. Et après, au niveau des pensées, beaucoup de ruminations négatives, d'autocritique. Les patients vont avoir tendance à se critiquer eux-mêmes, mais de manière négative, donc ça tourne en rond dans leur tête. Dans les cas les plus graves, on peut retrouver aussi tout ce qui va être des idées suicidaires. De même au niveau des comportements, il peut y avoir des comportements autodestructeurs. Comment on peut soigner la maladie mentale, les différentes maladies mentales qui existent? Ça va dépendre de la maladie mentale, en fait, de quelle maladie on a, mais justement c'est intéressant parce que pour pouvoir savoir comment accompagner une maladie mentale et comment la soigner ou du moins permettre à ce qu'elle se stabilise et pas qu'elle se dégrade, il va falloir la diagnostiquer. Donc comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Un peu comme quand vous allez voir votre médecin, si vous ne savez pas de quoi vous souffrez, bah, vous pouvez prendre des médicaments, mais si c'est pas le bon traitement, ça va pas forcément bien fonctionner. Donc déjà, je dirais que ça c'est le premier élément, de cibler où est-ce qu'on en est à peu près. Et donc pour ça, d'aller voir psychologue, psychiatre, parce que le psychiatre pose un diagnostic, ce que le psychologue ne fait pas. Et ensuite, la psychothérapie aide. Elle aide beaucoup, c'est un cheminement qui est long. On n'a pas de baguette magique, et donc du coup on essaye de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. En fonction des expériences de l'individu, plus l'individu a fait face à des expériences traumatisantes tout au long de sa vie, plus ça va être difficile. Ça veut pas dire qu'il peut pas s'en sortir. Ça veut dire que ça va être un petit peu plus long, peut-être. En fonction de l'âge aussi. Plus on y va tôt, et plus la guérison, entre guillemets, mais je dirais l'amélioration, le mieux-être arrive. La santé mentale, c'est un caractère très invisible. La population n'a pas
facilement conscience que c'était un sujet d'actualité et que c'était un sujet qui concernait tout le monde et pas seulement qu'une catégorie de personnes. On a eu tendance à avoir une représentation que d'aller chez le psychologue, par exemple, c'était pour les fous. Donc on sent vraiment qu'il y avait une étiquette derrière. Et donc personne n'avait envie d'être dans cette catégorie un peu des personnes qui pouvaient être un peu folles, etc. Et puis avant, il n'y avait pas de considération vis-à-vis de l'invisible. On parlait d'abord de ce que l'on voyait. Justement, vis-à-vis du diagnostic ou des étiquettes, en fait, c'est utile pour l'accompagnement. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas s'enfermer de manière identitaire dans ce diagnostic-là. C'est-à-dire que, un peu comme une fleur, le diagnostic de la maladie représente une pétale. Bon, on est tout le reste des pétales aussi. Comment on peut savoir si ce qui nous arrive quand notre santé est en détresse, qu'est-ce qu'on peut faire Pour comprendre ce qui se joue pour soi, il faut absolument aller voir un professionnel de la santé mentale. En fait, il ne faut pas rester seul avec ces questionnements-là. Et surtout, je dirais, il faut éviter l'autodiagnostic. Aujourd'hui, justement, les médias parlent de plus en plus de la santé mentale, ce qui est chouette. Les réseaux sociaux également. Mais sur les réseaux sociaux, on va trouver un peu tout. Je pense à certains posts qui vont dire les 5 symptômes d'une dépression. C'est pas parce que vous avez les 5 symptômes que vous êtes forcément dépressif. Comment nous, en tant que proches d'une personne qui est atteinte de maladie mentale, on peut l'aider Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir exactement quoi faire quand on est face à ce genre de situation. Ouais, c'est pas évident. Il y a effectivement souvent un sentiment d'impuissance de la part de l'entourage. Déjà, la première chose que je pourrais dire, quand même vraiment pour sécuriser le tout, ça va être de vérifier le risque en fait. Où est-ce qu'on en est et auquel cas s'il y a un risque accru de danger imminent pour la personne ou pour autrui, ça va être d'appeler le 15 ou le 3114 qui est le numéro de prévention du suicide. Donc vraiment d'appeler ces numéros pour sécuriser l'environnement de la personne. Ensuite sur un versant un peu plus souple, je dirais, avec moins de gravité dans l'instant, moins d'urgence, on serait plutôt sur une écoute attentive vis-à-vis de ce proche, sans jugement. C'est-à-dire vraiment, on accueille sa parole, on l'écoute, et sans forcément lui donner de conseils. Une chose qu'on peut avoir tendance à faire automatiquement, parce qu'en fait, les conseils que l'on va donner à l'autre, ce sont des conseils qui parlent surtout de nous et de ce que l'on pense qui est bon pour nous. Et du coup, il vaut mieux être à l'écoute et de lui demander, de questionner sur ce dont il a besoin, que d'anticiper une réponse qui pourrait ne pas du tout être adaptée aux besoins de la personne en difficulté. Donc je vais plutôt conseiller une écoute et puis surtout de l'orienter vers un professionnel de la santé mentale. Et puis si vous avez des doutes, si la thérapie ne vous convient pas, surtout n'hésitez pas à changer de thérapeute. Il y a autant de thérapeutes que d'approches en psychologie. L'art est un pouvoir sur la santé, donc là, non mais c'est n'importe quoi. C'est pas nouveau, qu'est-ce qui te choque? De toute façon, toi, tu sais toujours tout sur tout. T'as toujours envie de la ramener en fait, c'est fou. Hein. Je dis pas ça, je dis juste que l'art c'est bénéfique pour la santé, il y a plein d'études qui le prouvent. Hein. Tu devrais t'intéresser à ça, si tu le dis. Qu'est-ce qu'on fout là? Bah tu me crois pas, faut bien que je te prouve le contraire. Ok si tu veux, et c'est toi qui as peint le tableau là? J'aurais bien voulu, hein, mais non, c'est pas moi. Comment tu prends soin de ta santé mentale dans un métier souvent instable et exigeant émotionnellement? C'est une bonne question. Il est vrai que le métier d'artiste est un métier compliqué, c'est un métier précaire. Faute de moyens, nous sommes souvent
isolés dans nos pratiques, puisqu'on n'a pas forcément le budget de se louer des ateliers partagés, des ateliers collectifs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une pratique qui se fait souvent seule avec soi-même. Également, le passage à l'exposition de son travail est aussi une manière de se livrer, de livrer ses tripes, de livrer ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est un exercice qui est assez éprouvant, même si les retours sont souvent bénéfiques et donc encourageants. Ce passage à la diffusion de mon œuvre est ce qu'il y a de plus compliqué. Au travers des différents ateliers que je peux mener auprès de personnes âgées et ou porteuses de handicap, je vois assez vite les bénéfices de temps pour soi, de temps créatif sur la santé. Les participants ressortent apaisés, fiers de leur réalisation. Même ceux qui pouvaient douter de leurs compétences ou de leur travail en début d'atelier. Donc ça, c'est vraiment très chouette de voir en fait qu'en un laps de temps assez court, on peut retrouver confiance en soi, en tout cas confiance en sa pratique et en sa dextérité. Pour moi, il est très très important d'amener l'art à des endroits où il ne se trouve pas naturellement, donc vraiment de décloisonner l'art, de l'emmener auprès de personnes isolées. Je prône aussi des valeurs d'éducation populaire. Pour moi, l'art est d'utilité publique et politique, mais ça, c'est un autre sujet. Y a-t-il une œuvre qui a changé ta vie ? Alors, changer ma vie, je trouve que le mot est un peu fort, mais sans grande originalité, je parlerai du travail de Frida Kahlo, notamment d'une de ses toiles qui s'appelle La colonne brisée, qu'elle a réalisée en 1944. C'est une toile peinte dans laquelle elle a planté des clous de manière assez cathartique et je trouve que la symbolique est assez forte. Voilà, la symbolique de la santé mentale, la symbolique de la douleur, de la souffrance, de l'isolement par rapport à cette souffrance. Et je trouve aussi que ce tableau est porteur d'espoir et de résilience et en ça, je le trouve très inspirant. Tu t'es mis à la peinture, toi? Ça va, au moins je t'ai écouté. Hein. Non, mais ça va, j'ai rien. C'est bien, au contraire. Je trouve ça très cool. Ouais, c'est pas mal en vrai. J'ai pas mal discuté avec des art thérapeutes et je me suis rendu compte qu'en fait, l'art c'était une vraie thérapie, quoi, en fait. Et du coup, j'ai essayé de m'y mettre et je me suis pris au jeu. Je trouve ça pas mal. Ça m'a apporté pas mal de choses, donc c'est cool. Super, c'était comment? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je m'appelle Véronique Lavinet, j'ai 58 ans et je suis art thérapeute depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Ça fait très longtemps que je l'ai dans un coin de ma tête, la possibilité d'être art thérapeute. J'ai mis beaucoup de temps avant de me dire que c'était possible. J'avais un peu l'impression que c'était une utopie en fait, d'accompagner les gens via l'art-thérapie. Et puis comme j'expliquais, donc au travers de mon expérience en tant qu'EduxP, j'ai vu que c'était possible en fait. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de l'art-thérapie, en fait, en fonction des accompagnements et des personnes que j'accompagne, je vais l'allier parfois à d'autres thérapies, je pense notamment à l'énergétique. Comment tu accompagnes tes patients? Alors, moi, je suis une thérapeute qui parle beaucoup. Et donc, en fait, quand ils prennent rendez-vous avec moi, j'ai besoin d'entendre le son de leur voix. Je vais déjà capter pas mal d'informations à ce niveau-là. Je vais leur demander de dessiner un arbre. Ça s'appelle l'arbre en question et ça permet surtout de faire une photographie de l'état émotionnel inconscient au moment où il le dessine. C'est-à-dire que 3 semaines après, il peut être complètement différent. Moi, ça me donne des informations qui fait que quand je les reçois, on libère un peu la voix parce que les personnes prennent rendez-vous mais n'osent pas parler. C'est un petit peu le paradoxe. Donc le fait que je leur dise, voilà, j'ai pu voir ça dans votre arbre, etc., ça les libère. Du coup, alors là, ça ouvre la voie et je les fais travailler chez eux. Alors, je leur donne le matériel, toile, pinceau, magazine si on fait des collages, etc. Et ils travaillent tranquillement leur rythme chez eux. Et après, ils reviennent avec leur création et on en discute ensemble. Comment ils ont vécu le processus? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont ressorties?
qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter comme histoire, et puis de là on démêle les nœuds. Il y a comme un état des lieux à chaque début d'entretien, dans le sens où il y a un petit entretien, quand c'est possible, où la personne vient déposer, me dire comment elle se sent aujourd'hui, dans quel état d'esprit, etc. S'il y a une problématique récurrente là depuis ces derniers temps. Alors, quand c'est les enfants, ils peuvent me dire oui, j'ai plutôt envie de faire de la peinture, du pastel, ou enfin voilà, des choses comme ça. Donc moi, ça me donne des indicateurs en fait. C'est pas pour autant que ça va toujours être exactement comme la personne demande, parce que moi, mon rôle, c'est aussi d'aller sentir ce qu'il y a de sous-jacent. Pour moi, l'art-thérapie, c'est une manière d'aller mieux en utilisant les médiums artistiques. Je préfère dire ça parce que, en fait, ce qui je trouvais porteur dans l'art-thérapie, ça va pas être forcément le côté de faire quelque chose de beau, mais en tout cas d'être dans une exploration de son corps, de nos sens, alors oui, de ce qu'on trouve beau, mais aussi de ce qu'on se trouve laid, de ce qu'on trouve énervant, de ce qu'on trouve agréable, de ce qu'on trouve apaisant. Et c'est tout ce côté-là, en fait, qui est vraiment important. Bien fait principalement, c'est le lâcher prise. Parce que dès que la personne renoue avec des pastels, des pinceaux, vraiment elle retombe en enfance. Donc elle n'a pas la pression et il n'y a pas l'objectif de la réussite. On n'est pas là pour ça. On est là justement pour passer un moment ensemble. Et souvent ça libère la voix. C'est-à-dire que quand ils retrouvent une image, j'ai beaucoup de magazines, j'ai beaucoup de choses à disposition. Et d'un seul coup, ça va leur rappeler un souvenir. On dira, mais je me rappelle de ça. Donc ça, c'est super intéressant dans le processus de compréhension de qui ils sont. Alors oui, l'art-thérapie telle que moi, je la pratique, de toute façon, c'est la gestion des émotions par le biais des arts plastiques. Ça, c'est l'art-thérapie. Si on se sert du théâtre, ça va être la dramathérapie, ça va être des jeux de rôle, etc. Si c'est de la musique, ça va être la musicothérapie. Il y a la danse-thérapie avec l'expression corporelle. Et il y a la zoothérapie, c'est-à-dire avec les animaux. Et tu as passé un diplôme pour être art-thérapeute ? Oui, sur 3 ans. Alors il y a le parcours classique qui est la Fratapem, qui est un parcours universitaire, mais moi j'étais en phobie sociale suite à un burn-out, donc c'était compliqué pour moi. Et puis bon, accessoirement, je venais de me marier, donc je voyais mal dire à mon mari que je parte 3 ans en mode étudiante. Donc du coup, j'ai fait une formation par correspondance, avec des stages pratiques, bien évidemment, et puis un oral et un mémoire à rendre en fin d'études. Est-ce que l'art-thérapie a des limites ? Oui, c'est pas une thérapie psychiatrique. Il y a des pathologies psychiatriques qu'on ne peut absolument pas gérer, type schizophrénie, etc. En tout cas pas en individuel. On a des limites en termes de compétences. Donc ça a ses limites, et puis ça a aussi les limites que la personne veut bien se mettre. C'est-à-dire que pour aller voir un art-thérapeute, il faut déjà être ouvert à ça. C'est pas un thérapeute qu'on va voir spontanément quand on nous dit suis une thérapie. On va pas tout de suite aller vers l'art-thérapie parce qu'on pense que c'est trop léger, c'est pas. Alors que non, moi je gère des traumas qui sont assez lourds. Après, ça n'a pas tout de suite été reconnu comme une thérapie, c'est ça aussi les choses, c'est que même aujourd'hui, enfin quand je disais tout à l'heure que c'est pas remboursé par la Sécu et qu'il y a que quelques mutuelles qui le prennent en charge, enfin, c'est un fait, quoi. On est encore en train de permettre à ce que l'art-thérapie soit reconnue comme une thérapie, même si pour nous, art-thérapeutes, et pour les patients, c'est ok, c'est juste, mais c'est pas encore reconnu comme ça pour tout le monde. L'objectif, c'est pas l'œuvre en elle-même, c'est le processus créatif. Il se passe beaucoup plus de choses, enfin, l'essentiel des choses se passe d'ailleurs pendant le fait de l'acte de créer. Je trouve que c'est pas assez médiatisé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on pourrait proposer, même dans les écoles, une séance d'art-thérapie collective par semaine, par exemple, pour les enfants. On dit tout de suite d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, mais les art-thérapeutes, ils sont là aussi. L'art est un moyen d'expression pour Basile. Ça lui permet de dire des choses, ça permet de parler de lui, de ses angoisses, ça lui permet d'être dans la matière, je dirais, tout ce qui va pas. Ça permet d'écrire, c'est vraiment un item qui lui fait du bien, parce que ça lui permet d'évacuer voilà, ses peurs, ses angoisses. Basile est un autiste, je dirais, sévère,
il a 30 ans. Il a les capacités d'un enfant de 5 ans à peu près. Je l'ai constamment à la maison. Et Basile est un autiste qui a énormément de potentiel. Il est très intelligent, il comprend beaucoup de choses. Sa difficulté, c'est surtout de pouvoir gérer ses angoisses, ses peurs. C'est ça qui est très compliqué pour lui, de pouvoir exprimer ce qu'il a à dire. C'est Basile au quotidien. Voilà, il y a des jours où ça va très bien, c'est une crème, il est adorable. Et puis il y a des jours, voilà, c'est comme beaucoup d'autistes, voilà, il a du mal à gérer et c'est très compliqué pour lui. Alors il y a une dizaine d'années, j'ai découvert la thérapie grâce à une artiste peintre dans le secteur et ça avait beaucoup plu à Basile, ça l'a aidé à progresser. Et malheureusement, cette artiste peintre est partie. Et donc depuis pas mal d'années, Basile n'a pas refait d'art-thérapie. Et il y a quelques années, j'ai recontacté Jeanne, comme elle donnait des séances d'art-thérapie à domicile. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a un réel tabou autour de la santé mentale ? Oui, tout à fait. Oui. C'est un sujet important, alors qui est tabou malheureusement, mais on devrait pouvoir en parler et ça peut aider énormément de personnes, bien sûr. Pourquoi pas? Enfin voilà, c'est des choses qui devraient être mises en œuvre pour pouvoir aider les gens, bien sûr. La santé mentale, c'est important au titre plein d'autres maladies, oui. Bien sûr. Mais après, il faut se donner les moyens que ça puisse bouger. Bon bah salut, hein. Merci pour ton aide. Après, prends pas trop la confiance, hein. T'es juste une voix dans ma tête. Ah mais j'ai rien dit, hein. Tant mieux si ça t'a fait du bien.